ils ont l'habitude de ce plateau. Il s'agit bien évidemment de Roland Toneiques, analyste politique et journaliste. En face de Roland, nous avons Oumar Adeyandjou. Bonjour et bienvenue sur ce plateau, analyste politique, journaliste également. Bonjour Bienvenue Carole, à bonjour vous. à tous. Bonjour Carole, bonjour Oumar, bonjour amis téléspectateurs et internautes. Alors Oumar, nous allons commencer par vous. Le Bénin à la recherche d'opposition. Bon, je ne sais pas pourquoi le confrère le dit ainsi, pourquoi chercher une opposition coûte que coûte. On a des opposants au Bénin, ils se connaissent et je ne sais pas pourquoi est-ce que notre confrère veut que... Enfin, je ne sais pas, je ne comprends pas parfaitement pourquoi est-ce qu'il le dit. C'est vrai qu'en ce moment, on observe une certaine accalmie sur le plan de, comment on appelle, de l'activité, on va dire, liée au parti d'opposition. Accalmie certainement parce que nous sommes quand même à quelques mois, peut-être même un an et plus des élections. C'est pas peut-être le moment de monter au créneau et de critiquer comment on appelle la gouvernance talon. Mais c'est vrai que, bon, ils ne se font pas entendre. Il y a un silence qui est quand même assez bizarre, on va dire, pour une opposition. Peut-être qu'ils font un travail dans leur couvent respectif, on va dire, et qu'ils réfléchissent à comment... voilà, peut-être dans leur état-major. Voilà. Peut-être qu'ils réfléchissent à des stratégies pour aller donc face au président Patrice Talon. En fait, moi, ce titre-là aussi a retenu mon attention. Pourquoi? Parce que on a tendance à vouloir que les opposants soient ensemble. On a tendance à vouloir voir l'opposition unie et pour aller pour une même lutte. C'est pas obligé. L'expérience a toujours montré qu'ensemble, ils ont toujours eu gain de cause. Oui. Dans d'autres pays, on l'a toujours constaté également. Tout dépend de ce que vous appelez gain de cause. Si gain de cause pour vous, lorsque vous êtes en politique, lorsque vous vous lancez en politique, votre objectif, c'est de faire partie juste le président qui est là. Bon, là, peut-être il peut s'unir et le faire partie. Mais l'objectif, lorsqu'on va en politique... sur les idéologies, mais voilà, après, il y a la conquête également du pouvoir pour pouvoir faire passer je suis complètement d'accord. Lorsqu'on va en politique, lorsqu'on se lance en politique, c'est parce qu'on a une vision de son pays, c'est parce qu'on a une estime pour son peuple, c'est parce qu'on veut quelque chose pour son peuple. Quand on partage une idéologie, Oumar Adeyandjou, on a envie également que ça passe. Et là, on est à la recherche du pouvoir. Et quand on est à la conquête du pouvoir pour l'avoir, je crois que c'est tout à fait normal qu'on se donne les moyens. Oui, vous voulez qu'ils travaillent, l'opposition travaille main dans la main, mais ils n'ont pas la même vision, ils ne défendent pas la même chose. Enfin, je ne sais pas comment vous le dire, ils n'ont pas la même vision du Bénin. Peut-être qu'en 2020, certains préfèrent le Bénin, je ne sais pas moi, sur un certain plan, d'autres le préfèrent d'une autre manière, mais vous ne pouvez pas dire à tout le monde d'être ensemble et de parler à l'unisson, ce n'est pas possible. Et puis, s'ils ne parlent pas, si l'opposition ne dit rien en ce moment, peut-être que le gouvernement actuel fait très bien les choses aussi. Nous, les journalistes, on arrive à faire notre travail parce qu'on dénonce de temps en temps certaines choses. Mais si l'opposition n'a rien à dire, bon, peut-être qu'ils sont d'accord avec tout ce qui se fait en ce moment. Voilà. Maintenant, moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que le confrère veut, coûte que coûte, que les opposants soient tout le temps en train de s'unir, en train de critiquer le gouvernement. Justement, le confrère veut tout simplement qu'ils jouent leur rôle la veille. Qu'ils jouent leur rôle. Maintenant, quand ils n'ont rien à dire, quand ils n'ont rien à faire, ils font quoi? Ça va vous sembler un peu aberrant ou peut-être incompréhensible, mais moi, je ne suis pas dans la logique où il faut parler pour parler. Je ne suis pas dans la logique où, parce que je suis opposant, je dois coûte que coûte trouver quelque chose à dire. Quand il n'y a pas de critique à faire, mais on se tait et on observe. Et on laisse l'autre travailler. Parce que le Bénin a traversé des moments compliqués sur ce plan-là, souvenez-vous, où on ne pouvait pas laisser le président de la République travailler. Dès l'instant où on est capable d'ameuter 2-3 gars dans son village, on peut faire des marches, on peut faire des messes d'action de grâce, alors on empêche le gouvernement actuel, enfin le gouvernement en place de travailler. Souvenez-vous, sous Soglo, c'était la même chose, sous Kérékou II, c'était la même chose, sous Yahi, ça a toujours été le cas tout au long de ces 2 mandats. Vous vous souvenez? Voilà. Si aujourd'hui, l'actuel gouvernement arrive à travailler sans que personne ne lui mette les bâtons dans les roues, on voit les résultats également.
Et on apprécie en tant que peuple, en tant que population, en tant que Béninois, en tant que citoyen, on arrive à apprécier. On voit ce que le gouvernement fait. Il a le temps pour faire ce qu'il a à faire. Il n'y a personne pour marcher, pour crier partout, pour l'empêcher de faire son boulot, pour l'empêcher à l'Assemblée nationale également de faire son boulot. Voilà, il y a toutes ces choses-là. Vous allez me sembler, enfin, vous allez penser que je viens juste comme une caisse de résonance pour le gouvernement. Non, j'apprécie tout simplement parce que j'aime bien telle que la politique est désormais faite au Bénin. Vous n'avez rien à dire, vous vous taisez. Si vous avez quelque chose à dire, vous le dites et il faut que ce soit des critiques plutôt constructives, des choses qui vont nous permettre d'aller de l'avant. Voilà. Roland Tonei, quelle est votre lecture? J'ai eu du plaisir à suivre Oumar défendre, en tout cas ce qu'il a envie de défendre. Moi, j'estime que le journal a raison de demander, de dire que le Bénin est à la recherche d'une opposition. Nous avons besoin d'une opposition structurée. Les démocrates ne sont pas structurés. Attendez, laissez-moi finir. Je vous ai laissé finir. Laissez-moi finir. Le Bénin a besoin d'une opposition assez structurée. Et les démocrates, s'ils pensent que seuls ils peuvent arriver à avoir un résultat, ce n'est pas évident. Première chose. Vous avez semblé dire là que si c'est se réunir pour dire que Patrice Talon fait partie de Patrice Talon. Patrice Talon a fini son premier mandat constitutionnel. La loi lui donne, la Constitution lui donne plein pouvoir, en tout cas la possibilité de faire un second mandat. Donc il est en train de finir son second mandat. Cela suppose que s'ils se mettent ensemble, ce n'est pas pour chasser Patrice Talon. Non, ils ne se mettent pas ensemble pour chasser Patrice Talon du pouvoir parce que selon la Constitution du Bénin, Patrice Talon a droit à 5 ans renouvelable une fois. Il est en train de faire ça. Dans quel objectif attendez, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Oumar, quand vous étiez en train de parler, je suis resté très silencieux à vous suivre. Laissez-moi finir, ou alors je laisse le sujet. Parce que quand vous étiez en train de parler, je ne vous empêche pas de parler. J'ai dit dans quel objectif ils se mettent ensemble. Permettez-moi de finir, d'aller au bout de mes idées. La question, c'est moi qui les pose sur ce plateau. Parce que quand vous étiez en train de parler, j'étais resté assez silencieux, très studieux à vous suivre. Je vous trouve très... Non, restez très attentif. Roland, vous allez vous calmer. Oui, restez attentif. Oui, mais ne m'interrompez pas. Non, j'ai juste posé une question. Non, vous ne pouvez pas me poser une question. C'est pas vous qui posez la question. Roland, donc, je dis, Patrice Talon a fini 5 ans. Il est en train de faire 5 ans. La loi lui permet de faire 5 ans, renouvelable une fois. Il est en train de finir. Donc, l'opposition se met ensemble aujourd'hui. Ce n'est pas pour chasser Patrice Talon du pouvoir parce que, constitutionnellement parlant, il n'a plus droit à un autre mandat. Mais le problème, c'est que nous avons besoin d'une alternance au pouvoir en 2026. Et l'alternance au pouvoir en 2026 suppose qu'il faut s'organiser. Parce que ne pas s'organiser, c'est permettre au pouvoir en place de continuer, en tout cas l'équipe en place de conserver le pouvoir d'État. Cela suppose que, dans une certaine mesure, tant qu'ils ne seront pas ensemble, ce n'est pas évident que les démocrates aussi, même si on estime qu'ils sont plus structurés que les autres, ce n'est pas évident qu'ils gagnent les élections. Ça, c'est un point. Parce que quand vous regardez les résultats issus des dernières élections législatives, notamment dans toutes les localités du Bénin, il y a des localités dans lesquelles les démocrates n'ont pas eu de députés. Ou l'UP Le Renouveau a raflé, quand je prends la région du Koufou, par exemple. Donc, il y a nécessité pour eux de se mettre ensemble. Et les formations politiques qui sont dans l'opposition, il y en a qui savent très bien que leur poids, c'est poids plume. Et la meilleure option pour eux, ce n'est même pas se fondre dans une formation politique comme le Parti des démocrates, mais c'est de parler d'une même voix. Et j'ai donné l'exemple sur le plateau il y a quelques jours, je crois que lundi ou mardi, au plateau, de Adama Barrow en Gambie. Yahya Jammeh a toujours gagné les élections face à la dispersion de l'opposition dans son pays. Mais quand Adama Barrow, les opposants se sont mis ensemble pour porter une seule candidature, ça leur a marché à un moment donné. Pour dire quoi? Le problème ici, ce n'est pas chasser Patrice Talon du pouvoir, mais c'est de travailler à conquérir le pouvoir d'État si on se réclame de l'opposition ou de la mouvance. Et qu'il y ait une alternance véritable au sommet de l'État. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, véritablement, on a besoin d'une opposition structurée. Parce que ça va dans tous les sens. Les démocrates se lèvent, disent ce qu'ils pensent. MPL dit ce qu'il pense. Et Azanaï se lève de l'autre côté, dit ce qu'il pense également. Mais finalement, quand est-ce qu'ils vont s'entendre sur un idéal? Est-ce qu'il y a un idéal que tous défendent? Est-ce que véritablement, ils sont prêts pour conserver, pour avoir le pouvoir d'État, ou bien en réalité, ils vont se tirer des balles dans les pattes et alors passer à côté de l'objectif de conquérir le pouvoir d'État et qu'il y ait une alternance au pouvoir? C'est tout le problème. Donc, je pense que le journal n'a pas exagéré en disant qu'on a besoin d'une opposition. Parce qu'en l'État, l'opposition aujourd'hui n'est pas structurée au Bénin. Et ça donne, en tout cas, ça ouvre le boulevard pour ceux qui sont au sommet de l'État, de gagner encore le pouvoir haut les mains, pas chaos, comme ils ont fait peut-être en 2021.
Omar, allez en jour. Avant tout propos, d'abord, je dis à Laurent que, enfin, par rapport à son numéro de ce matin, bon, je ne comprends pas. Non, ne revenez pas sur ça. On est en direct. Épargnez les téléspectateurs. J'étais resté très silencieux. Épargnez, je vous en supplie. On est en direct. Un débat, cela n'empêche pas que de temps en temps, son interlocuteur puisse dire un petit mot en passant. C'est rien du tout, Laurent. Ça, c'est rien absolument. On continue l'analyse. Donc, faisons le débat dans une certaine convivialité, s'il vous plaît. Maintenant, l'autre chose, c'est que je veux dire, c'est quoi? Pourquoi est-ce que vous voulez que l'opposition ne soit pas une opposition variée, une opposition avec des visions différentes du Bénin? Pourquoi voulez-vous que, parce qu'au Bénin, on a besoin d'alternance, tout le monde doit coûte que coûte s'entendre? Moi, je suis pour une opposition, mais diversifiée. Je suis pour que M. Candidat Zanaï pense sa vision du Bénin, l'explique au Bénin et qu'il ne soit pas d'accord avec M. Yahi, par exemple. Voilà, moi, ma vision de l'opposition. Omar, on n'est pas dans le cas. Est-ce que vous savez que le président Talon est un homme très structuré et qui a de l'avance sur tout? Que les autres en prennent de la graine alors et qu'ils se structurent et qu'ils fassent la même chose. Justement, voilà, donc vous revenez à ce que nous disons. Non, c'est pas la même chose. On ne dit pas la même chose. Et le cas, l'exemple qu'il prend, il prend l'exemple d'un Yaya Jammeh, un dictateur mais invétéré, quelqu'un que tout le monde connaît comme quelqu'un qui martyrise son opposition, Mais sous le régime Yaya Jammeh, tous les opposants avaient forcément l'obligation de s'entendre. Parce que l'objectif était commun. Ils étaient bâillonnés, ils étaient muselés, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne s'entendent pas pour le chasser d'abord du pouvoir. C'est un contexte qui n'a rien à voir avec le Bénin. Ça n'a rien à voir absolument. Maintenant, on est dans le cas du Bénin. On a vu le Sénégal ici aussi. Oui, on a vu plusieurs pays où, face au gouvernement et écoutez, Carole, l'opposition... je vais vous dire une chose. Avant le premier tour au Sénégal, avant le premier tour, vous allez me dire que tous les opposants sénégalais étaient ensemble? Ils n'étaient pas ensemble. Il y avait quand même. Il y avait ils avaient pas le second tour. Je suis complètement d'accord que vous me dites qu'il y avait certains qui étaient ensemble parce qu'ils se comprennent, parce qu'ils voient les choses de la même manière. Et il y avait certains aussi qui n'étaient pas avec eux. Donc, moi, je dis, pourquoi est-ce que vous voulez que l'opposition béninoise s'unisse aujourd'hui pour aller contre M. Talon? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que les opposants... On ne fait juste qu'analyser l'information. Voilà. Et moi, je vous dis, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas qu'on ait une opposition diversifiée au Bénin? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que les gens défendent ce qu'ils veulent, leur vision du Bénin, comme ils l'entendent, comme ils le perçoivent? Et pourquoi est-ce que vous voulez qu'ils se mettent ensemble? Moi, je ne comprends pas. La seule chose peut-être qu'on peut demander aux opposants aujourd'hui, c'est de critiquer le régime en place. Et moi, je dis, c'est bien compliqué pour eux en ce moment, parce qu'on voit, on touche du doigt ce que le gouvernement actuel fait. Et vous comprenez, et j'ai donné les arguments qui vont dans ce sens-là tout à l'heure. J'ai dit, il y a quelques années en arrière, peut-être 8, 9 ans en arrière, on sait comment est-ce qu'on faisait de la politique au Bénin. Dès qu'on voulait un poste ministériel, comment est-ce que ça se faisait, Carole? On fait une action de grâce, on fait une messe d'action de grâce, pardon, dans une église quelque part dans son village, et on marche dans la rue, dans les artères principaux de sa localité. Et voilà, le gouvernement était obligé pour soutenir l'action du gouvernement, pour créer des rumeurs, pour créer des histoires. Et le gouvernement était obligé, le président était obligé. Que fait la rupture? La rupture rend aussi compte aujourd'hui. Oui, mais la rupture fait une rencontre, j'ai pas très bien compris. Rencontre aujourd'hui. La tournée qu'ils font. Justement, d'une manière ou d'une autre. Si l'opposition veut faire une tournée, on peut se dire que le gouvernement anticipe déjà. Oui, je suis d'accord avec vous. Vous voyez cette tournée, par exemple, que le gouvernement fait, la tournée de reddition de comptes, je ne sais pas comment vous appelez ça. C'est critiquable. Si vous voulez qu'on critique ça, on peut le critiquer. Ça, ce n'est pas un problème. Mais on parle actuellement du fait que certains confrères veulent que les opposants se mettent ensemble. Pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi est-ce qu'ils doivent se mettre ensemble? Des confrères comme Laurent. Moi, je dis... Pourquoi dire certains confrères? On n'est que dessus le plateau. Encore que c'est pas Roland qui a titré l'élément. Le sourire sur le plateau. On n'est que dessus le plateau. Donc, il ne faut pas dire certains confrères. Il faut dire chacha. Laurent estime que je ne comprends pas cette lutte-là que vous menez. Personne ne mène de lutte, on ne fait qu'analyser cette vision de la politique doit cesser. Prenez les grandes démocraties. C'est vrai que là-bas, c'est parce qu'ils sont arrivés à cette étape-là. C'est des gens qui ne choisissent pas des hommes. Ils ne votent pas, comme chez nous on dit quelquefois, mais ils votent le sang, des choses comme ça. C'est des gens qui votent des idées, des idéologies. Donc,
les idées, pour comment on appelle, pour un grand pays, comme par exemple les États-Unis, on sait les grands courants idéologiques et sur le plan politique, soit c'est de gauche, soit c'est de droite. Tout va la même chose en France. Roland, même dans les plus grandes démocraties du monde, tout ne va pas bien. Permettez-moi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que tout va bien pour que l'opposition se taise, comme on le remarque aujourd'hui? Voilà, vous savez, l'une des raisons pour lesquelles nous venons sur ce plateau, c'est pour faire notre travail de journaliste. Tout à fait. Voilà, de critiquer, d'apporter des critiques constructives, d'être le porte-voix de toutes les voix, enfin, comme le dit Aimé Césaire, de toutes les voix qui se cachent au cachot du désespoir. Nous sommes là pour relayer ce que toute la population ne peut pas relayer. Vous êtes d'accord avec moi? Donc tout ne va pas bien. Et moi, je fais ma part de travail. Laurent fait sa part de travail. Si les opposants veulent faire leur part de travail, qu'ils le fassent. Mais enfin, ce n'est pas à nous, journalistes, de leur dire, mais écoutez, mettez-vous ensemble, structurez-vous, soyez ensemble, parce que le régime en face est trop fort. Ils vont vous... Non, bon, moi j'estime que ce n'est pas notre rôle. Moi, j'estime que... Pour finir. Parlant d'union de l'opposition, nous avons connu depuis 2016 différents courants politiques de l'opposition. Ils nous ont apporté quoi concrètement? Je parle de Soumanou Toliba, qui a créé FCDB, opposition de constructive. Ça a apporté quoi au Bénin? Nous avons vu l'autre qui a dit opposition de principe et qui a finalement rejoint là où il devait être, le parti UP, le Renouveau. Et son policier du côté du BR, je veux parler de Corentin Corré et Irénée Agossa. Il y a ceux-là qui se réclament de l'opposition modérée. On sait qu'ils sont dans la République. Qu'est-ce qu'ils apportent véritablement à une alternance véritable au pouvoir en 2026? Moi, j'estime qu'aujourd'hui, et quand vous dites que quel intérêt on a à ce que l'opposition se mette ensemble, même en France, pour les dernières élections, les opposants à Macron se sont mis ensemble. Après les premiers tours. Attendez. Après les premiers tours. Comment les premiers tours? Non, mais... allez chercher, faire les recherches encore. Ils sont déjà allés d'abord au premier tour ensemble, en se mettant ensemble. Pas tous ensemble. Ah mais écoutez, regardez, il y a le RN à part, il y a la gauche à part, il y a les... Le nouveau front qui a été créé, ils sont allés aux élections. Oui, mais ils sont allés aux élections avant. Voilà. Les Républicains se sont réunis avec d'autres partis de droite, d'autres diverses droites. De toute façon, voilà. Et il y a le RN qui est resté à part aussi, de Marine Le Pen. Donc ne me dites pas qu'en France, ils se sont réunis, ils sont ensemble, ils ont formé un seul groupe pour aller. Non, c'est pas parce que l'Assemblée nationale est restée à part qu'on ne va pas... Les Républicains sont restés à part. À part Éric Ciotti, donc, vous voulez me dire qu'il n'y a pas eu d'alliance entre les partis qui ont affronté, qui sont allés aux élections. Il y a eu 3 grands groupes au moins qui sont partis. Mais qu'est-ce que vous dites alors finalement? À part le parti présidentiel, il y a eu 3 grands groupes qui sont partis. Donc c'était une opposition diversifiée. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a plusieurs formations qui sont mises ensemble? Vous connaissez ça au moins d'abord. Se mettent ensemble au Bénin. Bon, mais c'est pas ce qu'on dit. C'est pas la même chose, mon cher Oumar. C'est pour vous dire quoi? Vous allez évoluer. C'est pour vous dire quoi? Aujourd'hui, plus fort, ils peuvent être ensemble, ils peuvent être plus forts. Mais dispersés, je le dis, et je le dis sur ce plateau, si l'opposition, l'État, tel qu'ils sont là, tel que vous le souhaitez, ils vont comme ça. Je ne souhaite rien. Non, s'ils vont aux élections comme ça en 2026, ils n'auront rien. Patrice Talon et son équipe vont gagner haut les mains le pouvoir par chaos et vont continuer à conserver le pouvoir d'État. Cela suppose que quoi? À un moment donné, c'est de mettre de côté les égos, les idées, les convictions qui vont dans tous les sens, dans une certaine mesure, et de penser... Et ne pas dire les intérêts. Je continue de dire, voilà les intérêts, je continue de dire que ce qui se fera en 2026, ce n'est pas Patrice Talon qui est chassé du pouvoir. Parce qu'il est en train de finir son second mandat. C'est peut-être d'empêcher son équipe d'avoir un dauphin qui va continuer à diriger le Bénin, alors qu'ils ont la possibilité de se mettre ensemble pour conserver, pour conquérir le pouvoir d'État. Ce n'est plus Patrice Talon qu'on chasse. Si, je suis d'accord avec vous si vous dites qu'on chasse pas Patrice Talon du pouvoir. Si c'était en 2021 qu'il devait faire son second mandat, on ne veut pas de lui à tout prix. Mais il est en train de finir son mandat. Lui-même l'a dit. On espère que les opposants sont à l'écoute et qu'ils sauront faire un meilleur choix. De toute façon, nous, on va dire pour nous. Et ils vont faire pour eux là-bas. C'est d'ailleurs ce que nous faisons sur ce plateau. Mais ce qui est sûr, Patrice Talon est déjà très en avance. Il les a dribblés en 2019, 2020, 2021, 2023. Ce qui est sûr, il travaille pour les dribbler encore en 2026. Et c'est à eux de se mettre ensemble, de mettre les égos de côté. Ah non, se mettre ensemble, je ne suis pas d'accord. C'est à eux de réfléchir dans leur camp respectif pour essayer de voir comment combat politique pour 2026, nous restons toujours au registre politique quand l'opposition même attend Talon. C'est le paraclet qui
titre? Oui, il attend, parce que, je sais pas, je ne comprends pas nos opposants. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre, ou bien, enfin, s'il y a quelque chose qui les empêche de monter au créneau, de prendre, comment on appelle, comment on fait, de faire de la communication politique, on va dire, d'expliquer au peuple. Qu'est-ce qui peut amener l'opposition même à attendre Talon? Mais ils attendent, ils ne savent pas par quel bout prendre les choses pour le moment. Moi, je pense, hein, parce que tout ce que... Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ils ne savent pas par quel bout prendre les choses. Les faits sont là, on voit, il y a un silence, ils sont absents sur la scène politique, on ne les voit même plus. On ne sait même plus ce qu'ils font. Il y a eu quelque temps, je crois, les démocrates ont organisé quelque chose, je ne sais pas si c'est une université d'été, réfléchir sur comment, voilà. Et finalement, bon, on n'entend rien. Candidat Zanaï, la même chose, tu prends tous les opposants aujourd'hui au Bénin, on n'entend pratiquement rien. Sur ce point, je pense que j'ai l'impression qu'ils attendent Talon, que le président Talon, en tout cas que la mouvance présidentielle fasse, comment on appelle, pose des actions, et là, qu'ils se mettent aussi en branle, et ce n'est qu'après les actions qu'ils vont se mettre en branle et essayer maintenant d'aller contre cela. Moi, je pense que normalement, en tant qu'opposant, chacun dans son camp devrait pouvoir initier ne serait-ce que des choses pour montrer au peuple que, mais on existe. Il n'y a pas qu'une seule... Enfin, nous ne sommes pas à l'ère de la pensée unique. Voilà. Donc, il faut pouvoir chacun exprimer sa vision du Bénin, exprimer son idée du Bénin. Et ça, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ne jouent pas leur rôle. Donc, mon confrère a finalement raison de dire qu'ils attendent Talon, parce que vous allez voir, dès que le président va poser des actes, dès que le président va dire, OK, par rapport à mon dauphin, je pense que là, ils vont monter au créneau, voilà. Ils attendent les actions du gouvernement, je ne sais pas pourquoi. Moi d'abord, pour revenir, oui, voilà, avant de répondre à cette question, je voulais même rappeler à Oumar que sur la question de l'unité des opposants, de se rappeler en 2015. On ne s'entendra pas. Hein. L'Union fait la nation en 2015. Alternative citoyenne, Restaurer l'espoir, RBE, tous se sont mis ensemble. Et c'est ça qui a permis que Rungodi soit président de l'Assemblée nationale. Et c'est ça qui a permis qu'ils aient été forts pour combattre Boniaï, pour qu'en 2016, Patrice Talon puisse accéder au pouvoir. Cela montre clairement qu'il y a nécessité de se mettre ensemble. Alors, ceci étant, je finis en disant, par rapport à la question que vous avez posée, que oui, l'opposition va attendre Patrice Talon. Pourquoi? Première chose, le code électoral, les gens attendent que ce soit modifié. Parce qu'en l'état, ce n'est pas bon. C'est un code électoral chrysogène. Il y a des dispositions qu'il faut revoir. En tout cas, si on veut être honnête et sincère avec nous-mêmes dans ce pays, quand on lit ce code électoral, on sait que tôt ou tard, ça va amener des crises dans certaines régions. Parce que quand on parle de 20%, quand on parle de certaines dispositions, ce n'est pas bon. En réalité, même ceux qui sont au pouvoir, et c'est pour ça qu'ils ont anticipé en disant que accord de gouvernance avant. Parce qu'ils savent très bien qu'eux-mêmes là, même ceux, les deux pouvoirs politiques qui se réclament les plus forts à l'aide de la réforme du système partisan, savent très bien que ce n'est pas évident qu'ils aient 20%, qu'ils aient 20% dans toutes les régions. Ils sont conscients de ça. Quand les gens sont conscients de ça, anticiper, dire qu'il faut accord de gouvernance, ça veut dire qu'eux-mêmes savent que ça, c'est pas bon. Cela suppose qu'il faut revoir certaines dispositions. Donc, l'opposition peut attendre le chef de l'État, sur ce coup-là. Première chose. Deuxième chose, Patrice Talon a dit que c'est à 6 mois des élections qu'on connaîtra le candidat. En tout cas, de la mouvance. Cela suppose que, en réalité, quand vous ne savez pas celui avec qui vous allez aller combattre aussi, il y a que vous pouvez être en train d'observer. Et c'est pourquoi je dis que même les opposants aussi pêchent. Parce que c'est à eux maintenant de commencer par mettre en avant le joker. Voilà le duo là. Et puis on voit un peu comment ça va prendre au sein de l'opinion. Parce qu'il y a des gens qui malheureusement ne feront jamais l'unanimité au sein de leur formation politique. Donc ils vont attendre peut-être partir sur la question du code électoral que, en tout cas tout le monde espère, peut être relu avant 2026. Mais en dehors de ça, c'est eux-mêmes aussi qui doivent travailler à voir comment faire pour ne pas être pris au piège. Parce que tout ce qui se passe maintenant, à 6 mois des élections, quand vous allez présenter un duo de candidats, souffrez qu'à un moment donné, quand on va sortir les cadavres dans les placards de ce candidat, c'est foutu, c'est à l'eau. Parce qu'on a vu le schéma de 2016-21, malheureusement, quand Réki Amadougou et Patrick Divoire, ça n'a pas marché, on connaît la suite. Donc, j'estime que, au-delà de ce qu'eux-mêmes ils attendent, Patrice Talon, sur le coup de la question du code électoral, il y a nécessité qu'eux-mêmes anticipent sur certains faits. Pour que, déjà, ils sachent si ce duo de candidature, ce joker, ça peut passer ou pas. Si ça ne peut pas passer automatiquement, on change. Et d'abord aussi de travailler à ce que les jokers qui veulent présenter aussi
fassent l'unanimité au sein de leur formation politique parce que c'est encore un problème crucial. Est-ce que vous pensez que l'opposition peut-être se tait, ne mène pas des actions visibles, concrètes sur le terrain, mais peut-être est en train de travailler, en train de peaufiner des stratégies pour Je sais que, en tout cas, vous savez, moi je fouine beaucoup, je sais que beaucoup de formations politiques travaillent sur le terrain à aller, qu'on se mette en place des coordinations départementales, communales, d'arrondissement, de villages, de quartiers. J'en ai surpris plusieurs, en tout cas, de ces formations politiques, notamment dans Abomey-Clavi et même à Lada, j'ai eu des échos, à Abomey, j'ai eu des échos. Ils travaillent sur le terrain, d'accord? Mais est-ce que travailler sur le terrain, installer les coordinations, c'est ça le véritable problème? Parce que une chose est d'installer les coordinations, mais une chose est d'avoir des candidatures qui vont passer. Une chose est d'avoir des gens qui fassent l'unanimité. Une chose est d'avoir l'adhésion populaire. Une chose est d'avoir des citoyens qui véritablement sont allés chercher le STIP pour voter. Parce que la multitude, je l'ai dit hier, la multitude que vous voyez autour de Boniaï, à Savè, à Sakété ou à Dogbo ou je ne sais quoi, il y en a parmi ces personnes-là qui sont des femmes de marché, qui se foutent pas mal de ça. Il y a des paysans qui se foutent pas mal de votre affaire de CIP, Tout à fait. qui sont allés chercher le CIP. Si toutes ces personnes devaient aller voter, ça pourrait faire trembler un peu le pouvoir en place. Mais véritablement, est-ce que les opposants travaillent à cela? Parce qu'on a vu par le passé, avant 2023, qu'est-ce qui s'est passé? Les élus UPBR ont pris la responsabilité de retirer les CIP pour les citoyens et d'aller leur distribuer ça. C'est vrai qu'on a combattu ça. Mais il faut trouver la formule maintenant d'amener les gens. Parce qu'aujourd'hui, l'ANIP s'est délocalisée au niveau de tous les arrondissements pratiquement. En tout cas, dans certains arrondissements. Donc, il faut trouver le mécanisme pour encourager les gens à aller chercher le CIP parce que c'est le sésame pour aller voter. Mais malheureusement, beaucoup parmi eux n'ont pas ça. Et beaucoup parmi eux n'ont jamais vérifié si leur nom est su dans la liste de l'ANIP ou pas. Donc, c'est autant de choses, j'estime qu'aujourd'hui, l'un dans l'autre, ils attendent Patrice Talon sur la question du code électoral, ils attendent Patrice Talon sur un certain nombre de choses, peut-être qu'ils attendent que Ricky Amadou et Joël Ivo soient amnistiés, pourquoi pas. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles ils peuvent attendre de pouvoir en place, mais j'estime qu'eux aussi, en retour, doivent pouvoir travailler à être prêts en 2026. Omar, très rapidement sur le sujet. Je dis et je répète, une opposition n'a pas le droit d'attendre le pouvoir avant de mener des actions sur le terrain. Le code électoral contre lequel, enfin, c'est clair, hein, tout test, même si vous prenez la loi fondamentale du Bénin et que vous mettez ça là, il y a des lois qui vont faire unanimité, je suis d'accord, des paragraphes qui feront unanimité, mais je vous assure, il y a beaucoup qui ne feront jamais unanimité. Aucun code, aucune loi, aucun test ne fera unanimité. Je suis complètement d'accord. Et même ce code électoral, si vous voulez un jour organiser le débat, on va en faire le débat également. Il y a beaucoup de choses critiquables. Mais aujourd'hui, ça permet aux partis politiques d'avoir une envergure nationale, ce que nous n'avions pas avant. Un petit pays comme le Bénin, où on a plus d'une centaine de partis, vous vous rendez compte, mais c'est une mauvaise image de notre pays que nous donnons comment on appelle, à la face du monde. C'est comme quelqu'un qui avait été privé de liberté, des gens qui avaient été privés de liberté, et on leur donne une certaine liberté. Vous voyez comment ils utilisent cette liberté-là, à tort et à travers. Donc c'est ce que nous faisions avant. Et maintenant, on ne doit plus le faire. Et ce code électoral nous empêche vraiment de le faire. D'avoir des hommes, pas des hommes forts, mais des institutions fortes. Voilà ce que nous voulons aujourd'hui. On veut des partis bien forts, mais pas des hommes forts qui vont dicter leurs lois dans leur parti. Et ça aussi, on connaît les limites de cette pratique-là. Ce code électoral-là, si l'opposition, malgré tout, a quelque chose contre ce code électoral, qu'il monte au créneau et qu'il expose sa vision, sa compréhension des choses. Et là, le peuple aussi prendra acte et saura comment agir le moment venu. Vous êtes d'accord avec moi? Et peut-être ça aussi, ça peut pousser le président de la République à changer peut-être les choses, à initier, je vais dire, comment on appelle, le changement de ce code-là, en passant donc par l'Assemblée nationale, puisque c'est ça le cheminement chez nous. Maintenant, quand vous dites aux opposants de se lever et de nous présenter tout de suite leur, comment on appelle, leur duo présidentiel. Mais écoutez, c'est exposer sa stratégie au vu, au su de tout le monde. Nous sommes en politique. Nous sommes en politique, les stratégies, mais on les garde jusqu'à la dernière minute. On n'en parle pas. Et c'est là où je vous rejoins, Carole. Ils sont véritablement, certainement en train de travailler, chacun dans son coin, pour essayer de dégager des personnes qui feront consensus le moment venu. Parce que le code électoral leur impose désormais. On veut des personnalités qui font l'unanimité. Ce n'est pas des gens qui vont faire juste 0,5%.
et qu'on voit qu'il a tout raflé dans mon petit village de Sakété, quelque part, dans un arrondissement de Sakété, il a tout raflé là-bas, et on va dire, voilà, lui aussi, il tient, parce que dans son village là-bas, non, on ne veut plus de ça au Bénin. On veut vraiment faire de la politique comme cela se doit. On veut avoir, enfin, il faudrait qu'on élève le niveau aussi. Okay. Ça fait, depuis 1990 à aujourd'hui, ça fait plusieurs décennies que nous sommes un pays démocratique. Il faut que nous soyons le bon exemple, comme on a toujours été pour donc, le reste de l'Afrique et pourquoi pas même peut-être du monde. Voilà, c'est un peu cela, moi, ma compréhension des choses. Merci, si les opposants veulent se faire entendre, qu'ils se fassent entendre, mais qu'ils n'attendent pas que le gouvernement pose des actions d'abord avant de réagir. Il y a des choses qu'on peut faire, qu'ils initient ces choses-là. Laurent l'a dit, les cartes d'électeurs, qui ne l'a pas. C'est pas parce que vous avez la foule, du monde derrière vous, que vous allez vous dire que non, tout ce monde-là, voilà, ça me suffit. Ils ne pourront même pas voter pour vous le jour venu. Voilà le travail qu'il faut faire en ce moment. Voilà. Alors, je vais rapidement revenir sur 2 points. Le premier point, c'est que quand je parle de présenter les jokers, ce n'est pas nécessairement montrer le duo, mais déjà, il y a des gens qu'on met en lumière pour voir un peu comment ça prend. Parce que, vous savez, j'ai parlé du cas de 2021. C'était à la dernière minute qu'on a commencé à sortir des dossiers et ça a créé des ennuis pour Patrick Divor, ce qui vous souvient très bien. Et il est dit que les candidatures doivent être présentées 6 mois avant les élections. Alors, dès lors que vous attendez octobre 2025 pour présenter la candidature, et que c'est en janvier qu'on vous dit que telle personne n'est pas éligible parce qu'il y a de telles choses, et qu'on lui reproche des choses, on met votre candidature à l'eau. Et là, attendez, et au niveau des fonctions politiques de la mouvance, eux, ils auraient réussi peut-être à avoir un candidat pour le BR, un candidat pour l'UP, et ce serait un match amical comme entre Mathieu Kékou et Amoussou Bruno. C'est ce que je veux leur éviter en réalité. Je ne leur dis pas de mettre leur stratégie en avant. Ça, c'est le premier point. Deuxième chose, vous parlez de fonction politique où il y avait des hommes forts. Qui est l'homme fort de UP, le Renouveau et BR aujourd'hui? Vous ne le connaissez pas? Vous ne connaissez pas celui qui est l'homme fort du UP et le Renouveau? Mais vous le connaissez mieux que moi. Pour vous dire quoi? Ces formations politiques, non, je ne sais pas. Ces formations politiques existent au nom de quelqu'un. Oui, au nom du président de la République, parce qu'il le soutient. Ils le soutiennent. Voilà. D'accord. Première chose. Deuxième chose. Véritablement, vous pensez que ces formations, à l'aide de la réforme du système partisan, sont réellement des partis d'idéologie de conviction? Vous le pensez? Au moins désormais, je le dis haut et fort, une envergure nationale. C'est des partis de soumis disciplinés qui craignent les représailles. Attendez 2026 pour voir la suite de ces formations. Je vous laisse vos propos, ça c'est vous qui le dites. Moi je dis, c'est des partis qui ont une envergure nationale et ça fait plaisir. Il y a des gens qui ne sont pas conviction, mais la grande partie, c'est des soumis disciplinés qui craignent les représailles. Attendez 2026. Soleil levant attitré, vie chère, dépassons le blâme sur la gouvernance talent. Oui, l'huile est chère, le blé est cher, le sucre est cher. Je suis parfaitement d'accord. La vie chère aujourd'hui, ce n'est pas que l'apanage du Bénin. C'est un peu partout dans le monde entier. Vous allez vous appeler des amis en France, ils vous diront que ce n'est pas facile. Aux États-Unis, ce n'est pas facile. Au Canada, ce n'est pas facile. Il y a matière à rétablir la vérité au sein de l'opinion. Parce que quand les gens veulent surfer ça politiquement, je pense que c'est malsain. Parce qu'au plan international, ça ne va pas. Au Nigeria, à côté, vous avez vu les mobilisations. Dans tous les pays, donc ça ne va pas. Au Kenya et ça tout, ne va pas. Il y a des manifestations. Il y a une ministre de Finances qui a amené des morts au Kenya, de tout ça. Tout à fait. Ça veut dire que quoi? Question de vie chère, ce n'est pas le Bénin seul. C'est vrai que ce qu'on peut reprocher. Toujours est-il que le gouvernement est là pour le peuple. Non, justement. Et quand ça ne va pas, on attend une action du gouvernement. Je suis d'accord. Pour vous dire quoi? Pour dire, j'ai pas fini, j'ai dit, il faut d'abord rétablir la vérité pour dire la vie chère, c'est partout dans le monde. Ce n'est pas qu'au Bénin. Seulement que dans certains pays, des actions ont été menées pour atténuer les effets de la vie chère. Quand je prends le Sénégal, j'ai lu aussi sur le plateau ici, comment est-ce que le gouvernement de Diomaye Faye aujourd'hui a revu à la baisse certains prix en subventionnant de produits. Donc c'est ce qu'on recommande au pouvoir en place au Bénin, c'est-à-dire recommander, en tout cas, subventionner le carburant à la pompe, subventionner le sac de riz, subventionner, comment vous appelez, la farine de blé, le sucre évidemment, les produits de première nécessité, l'huile de table. Donc sur cette question, je suis d'accord que oui, le gouvernement a bien des choses à faire. Malheureusement, le gouvernement ne le fait pas. Et c'est pour ça que, oui, maintenant, après avoir reconnu que la question de la cherté de la vie, c'est un peu partout dans le monde, on peut demander au gouvernement maintenant de voir dans quelle mesure on peut subventionner. Écoutez, nous avons été plusieurs fois premiers producteurs de coton dans la sous-région. Les cotons graines servent à faire de l'huile de table.
Il y en a une grande quantité qui est transformée dans les usines, dans l'usine de Baïkon et autres. Mais il y a une quantité certainement qui est peut-être vendue hors du Bénin, parce que je sais qu'il y a des gens qui font ce business également. Qu'est-ce qu'on peut faire véritablement? Même ces huiles que les bonnes dames appellent communément paillon, sur le marché c'est comme ça. Et ce qui vient d'un autre pays est considéré comme l'huile de bonne qualité. Alors que ce qui se fait ici, je vous assure que l'huile que nous avons ici, issue de nos graines de coton, c'est de l'huile de qualité, il faut l'avouer. En tout cas, moi, j'ai eu Sur quoi vous vous basez pour écoutez, moi, moi j'ai pu faire mes investigations. Et quand on fait l'huile qui vient d'ailleurs, là, moi, j'ai visité au moins une usine de production d'huile dans un pays d'Europe. D'accord? Je ne veux pas aller dans ces détails. Parce que vous savez très bien que tout ce qui nous est acheminé ici, tout n'est pas en réalité bon pour nous. Mais nous consommons parce que c'est la production industrielle, enfin. Ici, au moins, nous avons les cotons graines qui produisent de l'huile, avec lesquels on peut produire de l'huile. Si en réalité, on peut organiser ça, élargir la concurrence, parce que c'est ça aussi. Encore que la différence de prix entre ce qui est importé n'est pas trop, ici, malheureusement, perceptible. Voilà, ici, malheureusement, il y a tout comme un monopole en réalité. Il faut ouvrir le marché de production d'huile végétale au Bénin, faire en sorte qu'il y ait de la concurrence et que la demande... Parce que quand il y a la concurrence, les gens produisent non seulement en quantité, mais en qualité. En qualité, ils font la concurrence et proposent de bons prix. Et les populations vont davantage consommer ces produits. Parce que nous avons chanté tout le temps consommons local, mais véritablement, même nos dirigeants, hein, les premiers sont pour aller acheter l'huile à Erevan, c'est eux. Hein. C'est ça. C'est eux. Aller acheter l'huile de tournesol, quoi. Eux, ils ne consomment pas l'huile d'olive. C'est eux. Donc le problème à ce niveau, c'est ça. Et nous devons revoir nos habitudes dans ce pays et on va partir de ça. Nous avons tellement de palmiers aujourd'hui. Les palmiers sélectionnés, les gens en ont un peu partout qui produisent des noix de palme. On peut remettre en place une usine de production d'huile au Bénin, pourquoi pas? Ce n'est pas encore impossible. C'est vrai que le gouvernement, quand ils sont arrivés en 2020, ils sont revenus en 2021, ils ont annoncé emblaver des superficies, des états de palmiers à huile et pour que le Bénin puisse reconquérir sa première place de production d'huile. Parce que nous étions en premier devant la Malaisie, mais aujourd'hui, la Malaisie fait partie des premiers pays producteurs d'huile. Même pas devant la Malaisie. Mais non, avant, j'ai dit... Oui, avant, dans les années 70... Oui, on était meilleur, premier producteur. Au top niveau, la Malaisie... Mais là, maintenant, la Malaisie était un pays qui a commencé il y a quelques années. Voilà. Aujourd'hui, la Malaisie est l'un des premiers pays producteurs de palmiers à huile. Donc, il faut revoir tout ça. Nous avons tellement de superficie. Quand vous quittez ici pour aller à Abomey, à Parakou, vous voyez tellement de demander, mais finalement, on fait quoi avec ça? Est-ce que ce n'est pas mieux de démissionner du journaliste pour aller faire la terre? Bon, encore que notre aîné, Charles Tocor, il nous a montré l'exemple en créant un lycée à Parakou, une grande ferme. Quand vous allez dedans, c'est waouh! Donc, ça veut dire qu'on a encore du potentiel. Et déjà, par rapport à, comment on appelle, au consommation béninois dont on a parlé, on continuera de le dire. Hein. On va le dire, c'est bon, on va consommer béninois. Mais quand on est face à deux choix, quand on est face à un choix à faire, pardon, on choisit toujours la qualité. Vous êtes d'accord avec moi? On veut manger pour vivre longtemps, on ne veut pas manger pour trépasser ou bien pour mourir très tôt. Dans tous les secteurs, on choisit toujours la bonne qualité. On va encourager le consommation local, oui, mais on a un problème en réalité d'industrialisation. Et il faut rendre le pays peut-être encore plus attractif pour que les investisseurs viennent construire des usines. Là, il faut saluer l'effort du gouvernement. Voilà, là, je le dis, avec la GDZ qui est à côté de nous. Donc, il faut continuer dans cette lancée-là. Permettre donc aux gens de venir pour qu'il y ait concurrence entre, comment on appelle, on va dire, producteurs d'une même, je ne sais pas moi-même, d'une même denrée, de sorte que les gens, au finish, vont commencer à élever leur niveau en matière de qualité. Maintenant, pour revenir au débat, vous savez, aujourd'hui, accuser le gouvernement parce que la vie est chère, c'est fait de la récupération. Moi, je le dis. Parce qu'aujourd'hui, la vie chère, c'est partout dans le monde. C'est vraiment partout dans le monde. L'inflation est vraiment... c'est dans tous les pays. On l'a dit l'année passée, on l'a dit l'année surpassée. Oumar, est-ce que le gouvernement ne doit pas aujourd'hui déjà anticiper? Voilà. Le gouvernement, cela ne dédouane pas complètement le gouvernement non plus. Dans certains secteurs, il faudrait que le gouvernement existe. Les gens n'aiment pas que je le dise. Le Bénin est un pays pauvre. Je le dis et je le répète.
Tout le monde le sait. Voilà, non, tout le monde n'est pas d'accord. Voilà, le maire n'est pas un pays pauvre. Si Bénin est un pays pauvre, les gens ne peuvent pas se partager des millions de postes de responsabilité pendant que nous sommes dans la misère. Voilà. On n'est pas pauvre. Et quelqu'un aurait été à votre place, là où vous asseyez, là, il m'aurait attaqué déjà ce matin aussi. Il n'est pas du tout d'accord avec cette expression, mais c'est une réalité. Nous sommes en voie de développement. Aucune réalité. On n'est pas pauvre. On n'a pas de grands moyens. Vous savez, Carole, on n'a pas de grands moyens. Et ne serait-ce que pour ça, on ne peut pas dédouaner complètement l'État. Vous comprenez? On n'a pas de grands moyens. Il y a des gens, pour manger, c'est compliqué. Et ce n'est pas une minorité chez nous. C'est peut-être même la majorité. C'est la majorité. Voilà. Donc, à partir de là, le gouvernement doit en faire un problème public. Vous comprenez? Ça doit devenir régalien. On ne peut pas donner de l'argent à tout le monde. Aller manger, aller payer. Non, on ne peut pas le faire. Mais il y a des axes. Voilà. Certaines choses sur lesquelles il faut agir. Agir dans des secteurs bien précis. Pour que le transport, par exemple, revienne moins cher au Bénin, il faut agir peut-être sur l'essence. C'est un exemple que je prends. Je prends l'exemple comme ça. Je ne dis pas forcément. Voilà. Donc, pour que le coût de transport devienne moins cher, une fois que le coût de transport devient moins cher, vous êtes d'accord avec moi que le convoyage des denrées de part et d'autre dans le pays va revenir moins cher et donc ça va agir également sur les coûts des denrées. Donc, subventionner le carburant à la pompe, comme je le disais. Voilà. Déjà, ils font l'effort, les routes sont de plus en plus bien praticables chez nous, ça a une plus-value, voilà, ça impacte également, mais il faut continuer les efforts. Okay? Donc, je répète, accuser le gouvernement parce que la vie est chère, c'est peut-être de la récupération, mais on ne dédouane pas complètement le gouvernement non plus. Il faut agir parce que nous sommes un cas particulier. Nous sommes un pays pauvre où la population attend beaucoup des gouvernants. Et les gouvernants doivent prendre ce problème-là aujourd'hui comme un problème de... Enfin, comme on déclare c'est un problème de santé publique, ça aussi c'est un problème de... Au fond, j'estime que en fait, les opposants aujourd'hui dire tout de go que la vie est chère, c'est parce que ça qui est au pouvoir, c'est un mauvais combat. Oui, c'est un mauvais Il vaut mieux combat. dire la vie est chère. Le pouvoir doit faire les propositions pour le pouvoir doit subventionner. Voilà. Maintenant, si le pouvoir ne subventionne pas, eux, c'est à eux de dire maintenant, votez pour nous, si on vient, on va subventionner. C'est le meilleur discours. Maintenant, je vais finir en revenant sur un point essentiel. Écoutez, très rapidement, parce que... Qu'on cesse de nous faire croire, parce que quand on veut, les gouvernants ne veulent pas faire des problèmes de population une priorité, ils estiment que nous sommes un pays pauvre. Mais quand ils veulent se partager les millions à des postes de responsabilité, le pays n'est pas pauvre. Comment vous appelez ces postes-là? C'est des postes de responsabilité qui demandent beaucoup de responsabilité. Il faut que la personne soit concentrée. Non, mais c'est vrai. C'est comme un juge. C'est comme un juge. Attends, les quelques minutes vous ne donnez pas de garde de quoi à un juge. Oumar, il ne sera pas tranquille pour faire des... Je voudrais bien qu'on se prononce sur l'information selon laquelle on a besoin d'un plan de sauvetage pour la presse béninoise. C'est un titre de l'autre quotidien. Urgence d'un plan de sauvetage pour la presse béninoise. Ça nous concerne, ça m'intéresse. Voilà. On peut, Roland, vous savez, on peut juste se contenter de ce titre-là et le répéter. Urgence d'un plan de sauvetage pour la presse béninoise. Urgence d'un plan de sauvetage. Ceux qui ont noyé la presse béninoise. Non, si on va sur ce plan, il y a d'abord le comportement. Au départ, oui, très rapidement, en 2 mots. Non, je finis. Il y a d'abord même nos propres confrères, nos aînés, ceux qui nous ont devancés, qui ont fait du journalisme d'affaires. C'est-à-dire, c'était des hommes d'affaires. Mettez hommes d'affaires à la place de journalistes, vous allez voir ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc, le journalisme, en ce moment, il n'y avait pas d'éthique en tant que tel. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui manquaient. Les gens pouvaient, pour 2-3 sous, et prendre des positions et finalement, ça dégradait finalement l'image de marque qu'un journaliste doit avoir. Aujourd'hui, cette image de marque-là, vraiment, ça n'existe plus. Le journaliste, c'est un va-nu-pied. Certains même nous regardent à la télé et disent, ces gars, est-ce qu'il a trouvé même à manger tout ça? La télé, c'est mieux, mais... Heureusement que nous... Il y a ceux qu'on appelle les débarqueurs. Voilà, on ne les a pas invités, mais ils sont là. Vous voyez, Dieu soit loué. Nous, enfin, je parle de nous, peut-être sur ce plateau, nous, on arrive quand même à toujours, voilà, et à être plus ou moins intègre dans nos, comment on appelle, dans nos analyses, dans l'exercice de notre fonction. Mais c'est réel, c'est un problème qui est vraiment crucial. L'intégrité dans la presse béninoise est un suicide volontaire. Non, les conditions de travail, en fait, les conditions de travail et les conditions de vie des journalistes aujourd'hui, il faut le dire, sans langue de bois, laisse à désirer. Oui, écoutez, ça laisse à désirer. J'ai dit tout à l'heure que moi, c'est le titre d'une réflexion que j'ai faite il y a quelques jours, j'ai produit un test.
l'intégrité dans la presse béninoise un suicide volontaire. Parce que c'est pas faux, hein, quand vous avez le courage de leur dire la vérité, il y a de ces personnes, vous les voyez, ils ne veulent pas vous saluer. Même des confrères qui sont de l'autre côté, qui mangent, qui sont gracieusement bien nourris, vous prennent comme une menace. C'est ça le véritable problème que nous avons aujourd'hui. Maintenant, quand on dit des problèmes sur l'état de la presse béninoise, là, qui a noyé la presse béninoise? Vous ne les connaissez pas. Ils ne sont pas là. On ne les connaît pas. Moi, je vais citer leur nom. Ils se connaissent. C'est à eux de travailler à sauver la presse béninoise. Moi, je n'aime même pas. Je dis, ne perdons plus notre temps. Faisons notre travail avec intégrité. Moi, je le dis haut et fort. Mon travail, je le ferai avec intégrité. Je n'attends pas que quelqu'un me donne des millions la nuit ou pour me dire de venir insulter ou bien de critiquer quelqu'un. Ce que je dis, je le dis haut et fort. Tout ce que je dis concernant la gouvernance partisane en dénonçant certaines choses, ça ne vient que de moi et que de moi seul. Aucun acteur politique, je le mets au défi, j'ai toujours dit. Pour dire quoi? Si tous les journalistes doivent commencer par faire ce travail, cet effort supplémentaire, je pense que nous serons respectés dans ce pays. Mais dès lors qu'un journaliste peut passer la nuit à retranscrire notre politique pour dire est-ce que tu as entendu ce que Laurent a dit sur ton plateau hier? Écoute, donne 50 000 francs, je vais te mettre la une pour te défendre. Il y en a plein, je les connais. Hein. J'ai des amis dedans. Mais qui ne les connaît pas dans J'ai des amis même qui aujourd'hui qui étaient personnels mais qui ne sont plus amis personnels pour moi parce que j'ai fini par les démasquer. Leur problème, quand tu fais émission, c'est qu'ils vont capter, couper, aller montrer à l'autorité et prendre leur part. Et après, c'est eux qui veulent jouer les bons meilleurs journalistes. Je m'en fous de qui ils sont. Mais moi, j'estime que, véritablement, les acteurs politiques ont besoin qu'on leur dise la vérité pour qu'ils améliorent leur mode de gouvernance et qu'ils essaient de changer par rapport au peuple. Parce que nous faisons partie du peuple. Et tel que les choses vont, en tout cas aujourd'hui, si on se tait, c'est-à-dire que ça va s'empirer de jour en jour et ce n'est pas bon pour nous. Donc, qui sont ceux qui noient la presse béninoise? On les connaît. Il y a les professionnels des médias et les acteurs politiques également. Donc, le mélange là fait que quand dans ce pays, vous voulez être intègre, parfois, vous voulez être intègre, c'est que vous signez votre suicide volontaire. Et moi, j'accepte de signer pour mon suicide volontaire. Aujourd'hui, le gouvernement le sait, a demandé des réformes. Ils ont déjà réfléchi. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, on espère que cette nouvelle acte prendra les taureaux par les cornes. Moi, je ne veux pas qu'on confie, et comment on appelle, je ne sais pas moi, le fait de redorer. Non, c'est la structure de régulation. C'est la structure qui doit nous empêcher de dire tout ce qu'on veut. Vous voyez un peu? C'est celle qui nous régule. Pourquoi est-ce que vous voulez que ce soit elle encore qui soit là pour nous développer, pour nous aider à nous développer? Non, ça c'est le gouvernement, ça c'est le travail du gouvernement. Parce que tel que la presse béninoise aujourd'hui est, l'État, qu'on fait l'état des lieux dans la presse béninoise aujourd'hui, que ce soit en ce qui concerne le niveau de vie des journalistes eux-mêmes, en ce qui concerne les conditions de travail, en ce qui concerne même les promoteurs, l'aide qu'on doit leur faire et qu'on ne leur fait pas, mais croyez-moi, ça n'honore pas le Bénin. Ça n'honore pas le Bénin. Et donc, moi, je pense que c'est le pouvoir qui doit s'en charger. On avait avant un ministère de la communication qui s'est chargé de toutes ces choses-là, qui n'existent plus. Ce n'est pas la HAC qui est chargée de réguler le travail de la presse. Vous parlez de la presse, réforme de la presse, on a parlé des états généraux de la presse dans ce pays. Il y a une convention collective. Combien de patrons de presse respectent la convention collective là? Presque pas. D'accord. Premier point. C'est pas seulement leur faute. Réforme dont on parle là. Qui sont ceux qui veulent s'asseoir pour faire les réformes? C'est ça. C'est les patrons de presse. Est-ce qu'ils vont s'asseoir pour réfléchir à la place des employés qu'ils ont, à qui ils payent des salaires dérisoires dans bien des rédactions? Vous pensez que ça va changer? Moi, j'estime que si on doit faire réforme, c'est d'identifier des journalistes dans les médias qui doivent s'asseoir au même titre que les employeurs, les patrons de presse pour discuter. C'est à ce seul prix que la situation du journaliste béninois va changer. Autrement, les patrons de presse, attendez, eux sont là, ils sont dans leur business. Ils vont s'entendre, ils vont sortir des tests et après tout, ça les protège. Parce que c'est eux qui vont prendre toujours la grosse part. Et Carole, moi je dis ce matin qu'on cesse de faire cet amalgame-là. La HAC n'est pas là pour le... La HAC est là pour réguler la presse. Ne cherchez pas à... Non, la HAC est là pour dire, Laurent, tu as trop parlé aujourd'hui. Tout ce que tu as dit là, tu as dit telle chose contre telle personne. Merci. On va te punir. Ça, c'est le rôle de la HAC. veut ramener l'église. La HAC veut ramener l'église au milieu du village. Avec les prêtres et les religieuses. On va célébrer ensemble. J'espère que ce soit les membres, les conseillers à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, que ce soit les patrons de presse ou que ce soit même nous, les
les journalistes, nous sommes à l'écoute et j'espère qu'ensemble, avec cette même HAC, parce que là, il faut le dire, il n'y a plus de ministère de la communication, notre institution normalement qui doit nous aider dans ce cadre-là, cela n'existe plus et on espère qu'ensemble, on pourra trouver les bonnes réformes, les bonnes solutions, les solutions idoines pour un tant soit peu pallier à tous les problèmes qui minent la presse béninoise. Nous le souhaitons vivement.